Alors, le populisme a gagné les médias, la politique et même, semble-t-il, les intellectuels. Ça, c'est le côté le plus surprenant. Et puis, le courant prend de plus en plus de place dans la société, n'est-ce pas, Philippe Bernier-Arcan? Bonjour, d'abord. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, on va commencer par décrire ce qu'est le populisme exactement. Vous commencez par une question difficile. C'est pas simple puisqu'il n'y a pas de consensus auprès des politicologues. Mais alors, je vais plutôt vous dire la définition que moi j'en donne. Ouais, allez-y. Alors, le populisme, dans le populisme, il y a peuple, et il y a une espèce de culte du peuple. Alors, pour bien définir le populisme, il faudrait voir qu'est-ce que le peuple chez les populistes. Alors, on s'aperçoit que c'est pas du tout les plus démunis de la population, c'est plutôt le peuple, ce sont ceux qui travaillent fort, c'est la majorité. Alors, on va stigmatiser d'abord les élites, ensuite on va stigmatiser ceux qui supposément ne travailleraient pas, donc ceux qui vivent de subventions, les artistes, les assistés sociaux, les fonctionnaires. Le peuple va aussi stigmatiser toutes les minorités qui se sont émancipés, donc les homosexuels, les immigrants, qui auraient, paraît-il, des droits particuliers, et même les femmes, qui paradoxalement sont une majorité, mais traitées en minorité. Donc le populisme, c'est tout ça. C'est cette impression que la majorité est menacée par des minorités qui s'émancipent. Quand on vous écoute et on entend ça, on a véritablement l'impression que c'est un phénomène qui se situe politiquement à droite. Alors, historiquement, le populisme n'est ni de gauche ni de droite. En Amérique latine, Chavez est décédé récemment, il y a encore Castro, le populisme est fortement ancré à gauche. Il reste encore aujourd'hui quelques mouvements populistes de gauche, très modernes. Je pense aux Indignados en Espagne, je pense à Occupy Wall Street, qu'on a vu à New York, mais même aussi à Montréal, où il y a une stigmatisation des élites que l'on pointe du doigt. Mais on remarque, c'est vrai, que ces dernières années, le mouvement de contestation est passé complètement à droite, que ce soit le Tea Party aux États-Unis, qui est fortement ancré à droite, et que ce soit les partis politiques d'extrême droite qu'on voit en Europe, qui sont aussi fortement ancrés à droite et qui s'accompagnent de défense de valeurs très à droite. Philippe Bernier-Arcan, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? C'est-à-dire que ça a toujours existé? Il a toujours existé, mais en revanche, il a des nouvelles caractéristiques aujourd'hui, et on voit un retour très fort. Depuis 2010-2011, on l'a vu en Europe, un retour très très fort de l'extrême droite, et le Tea Party est un mouvement récent, et on voit que bien que des racines ancrées dans le passé, il a évolué, il a changé. Si bien que voir l'extrême droite actuelle, le Front National, comme un mouvement fasciste, qu'il était à son départ lorsqu'il a été fondé, c'était fondé par des anciens Waffen-SS, des anciens collaborateurs, aujourd'hui, c'est un parti qui se donne une image très moderne. Il est dirigé par une jeune femme, Marine Le Pen. Il parle de laïcité, il parle de liberté fiscale. Donc, il y a un discours qui est nouveau. Donc, il a changé. Donc, ce phénomène-là est un phénomène récent, est un phénomène nouveau. Si on prend le Québec, par exemple, les ingrédients qu'on retrouve dans le populisme québécois, ça serait quoi? Alors là, c'est particulier parce que moi, ce que j'ai observé, c'est le populisme, donc, en Europe, aux États-Unis, qui était très facile à identifier. On pouvait mettre le doigt dessus parce qu'il y a l'extrême droite, parce qu'il y a le Tea Party. Et au Québec, on n'a pas ça. On peut pas mettre le doigt sur quelque chose. En revanche, on remarque que bien des caractéristiques qui ont mené à l'émergence de l'extrême droite en Europe, dans le discours public, que ce soit dans le discours politique, donc dans le discours intellectuel ou dans le discours médiatique, se trouvent au Québec. Alors, les caractéristiques qu'on peut retrouver, c'est condamner différentes émancipations de minorités. Une des façons les plus visibles qu'on a vues, c'est de dénoncer l'islam, qu'on amalgame à l'islamisme politique, au terrorisme. Mais on va le faire de façon plus subtile. On va plutôt dénoncer le multiculturalisme qui mettrait en danger, encore une fois, la majorité. Donc, dans le cas du Québec, ça va être la majorité canadienne-française. Donc, on va sortir des discours que aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire le mot Noël à l'école, ce genre de discours-là, où est-ce qu'on crée une impression de danger, que la majorité serait menacée. Et puis, il y a d'autres éléments aussi. Bon, il y a l'élite, évidemment, qu'on vise toujours. Et il y a deux phénomènes. D'abord, j'aimerais qu'on parle de cette phrase que l'on entend tout le temps. On va dire les vraies choses, on va parler au vrai monde. Parce que c'est une autre caractéristique on pourrait même en rajouter une autre. Le gros bon sens. La vraie affaire. C'est le gros bon sens. Ah, oui. Alors, les vrais gens, ça, je trouve, c'est un discours qu'on entend très souvent, et je trouve que c'est une abstraction absolue, parce qu'il n'y a pas de faux gens, et d'autant plus, le gros bon sens, ça, c'est assez particulier, parce que les populistes détestent la technocratie.
une société du 21e siècle, une société extrêmement complexe. On a le discours qu'on entend chez bien des particulièrement le discours politique populiste, c'est on va régler ça avec le gros bon sens. Comme s'il y avait un petit bon sens. Mais d'abord, donc c'est comme les vrais gens, c'est une abstraction, mais en plus, dans des sociétés complexes, la solution, c'est pas la technocratie des élites, c'est le gros bon sens du peuple. Alors, on est en plein populisme, mais c'est un discours qui est de plus en plus présent. Il y a un phénomène, et ça, vous allez me dire si c'est propre au Québec, l'anti-intellectualisme. C'est quelque chose de très répandu. On peut l'associer au populisme. Est-ce que ça se retrouve ailleurs ou bien non, c'est propre à nous? C'est un phénomène mondial. Je pense qu'une des meilleures illustrations de l'anti-intellectualisme en ce moment, c'est le discours sur le réchauffement climatique. Alors, il faut moindrement faire confiance à l'autorité, aux experts, pour croire au réchauffement climatique, puisque bon, c'est d'une complexité très grande. Mais le discours populiste doit être cette opinion est l'opinion des élites. Méfiez-vous de l'opinion des élites. C'est la raison d'être. Je doute puisque ça vient des élites et je me méfie. Alors c'est un anti-intellectualisme. Mais c'est né comment? Mis à part les mouvements de droite, par exemple, comme comme le Front National en Europe, en France, mais sinon, chez nous, là, par exemple, le phénomène est causé par quoi? Parce qu'il existe aussi dans les médias, hein? Oui, il existe dans les médias. Bon, il devient difficile de parler. On parle d'un anti-intellectualisme au Québec. Bon, il existe un peu partout. Et c'est plutôt une méfiance envers tout ce qui présuppose détenir une autorité. Donc, on va se méfier du discours des élites et ça peut même aller à des formes très, très extrêmes que sont les théories du complot ou même le négationnisme. Là on va vraiment dans les extrêmes où est-ce qu'on va remettre en question le discours officiel pour la simple et unique raison, pas parce qu'on a des arguments pour le mettre en doute, pour la simple et unique raison que c'est le discours des élites, alors on doit s'en méfier. Et puis, quel visage il prend le populisme dans le monde politique? Mettre un visage, c'est-à-dire c'est un discours où la majorité est en danger. Elle est en danger par des émancipations minoritaires. Et même des fois, c'est un discours qui se contredit. Je pense, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on avait un discours où est-ce qu'on disait l'islam est en contradiction avec les valeurs occidentales puisqu'on pend les homosexuels en Iran. Et ce sont ces mêmes acteurs qui vont actuellement s'opposer au mariage homosexuel en France et aux États-Unis. Donc, c'est toujours cette impression que la majorité serait menacée par des minorités, et c'est ce discours qui est parfois contradictoire, mais qui existe, c'est le discours populiste politique. Et dans les médias, est-ce que c'est une illusion ou il est de plus en plus présent? Non seulement il est présent, mais on a parfois l'impression qu'il l'encourage. Et on peut même se demander si les médias jouent bien leur boulot. J'ai observé, durant ce qu'on a appelé au Québec les accommodements raisonnables, la crise des accommodements raisonnables, où, véritablement, c'était cette impression-là que la majorité était menacée. Quel rôle, quel boulot ont fait les médias? Je me souviens, moi, de une du Journal de Montréal, où est-ce qu'on parlait, par exemple, qu'une cabane à sucre aurait enlevé le porc au menu pour accommoder un groupe de musulmans. On fait la première page avec ça, on crée une sensation de crainte, de peur, on dit que c'est un accommodement raisonnable, alors qu'au sens juridique du terme, ce n'est pas du tout un accommodement raisonnable. Donc, ce que les médias font, une chose que je leur reproche, c'est de ne pas faire leur boulot, qui est d'informer, qui est de donner un portrait juste de la société, et on dirait que pour vendre plus de copies ou avoir plus d'auditeurs, sont même prêts à encourager la crainte au sein de la population plutôt que de la rassurer. Est-ce que le populisme est nuisible, dangereux? Ah, bien sûr qu'il est nuisible et dangereux. Il y a même aucun doute là-dessus. Alors, Philippe Bernier-Arcan, je rappelle que vous êtes essayiste et que vous êtes l'auteur de La dérive populiste. C'est publié à Essai Libre et c'est déjà en librairie pour ceux qui veulent se le procurer. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci. Merci.